Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Mais d'abord, je me tourne vers notre partenaire du jeudi, Didier Maisto. Bonjour Didier Maisto. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de quelque chose en particulier ? Non, je vais faire comme Enrico. J'ai écouté la chronique de Gabriel. Elle est très bien, la chronique de Gabriel. Mais elle met de la passion et beaucoup d'intelligence. Elle fait une étude sociologique, elle sépare le bon grain de l'ivraie. Pascal Praud, parfois, il dit quand même des grosses conneries, il faut le dire. Et quand il dit des conneries, les gens ils disent « Tu dis des conneries, putain Pascal, tu reconnais que tu dis une connerie, il n'y a pas de lien, et puis on passe à autre chose. » Mais non, c'est une bataille politique, c'est une chasse à l'homme, je suis le nouvel Assange. Voilà, non, c'était un petit trait d'humour. Faut quand même pas mettre trop de passion et d'intelligence quand M. Jourdain fait de la prose. C'est parfois juste un hasard. Voilà. Il n'est ni entomologiste, ni littérateur, M. Praud. Et c'est un bon journaliste sportif. Voilà, c'est déjà pas mal. Merci Didier Maisto. On ne connaissait pas vos talents d'imitation, notamment sur Twitter. Alors Enrico Macias, c'est une nouvelle corde à votre arc. Je propose qu'on se tourne vers le docteur Louis Fouché qui nous présente son livre « Traverser la peur, l'Odyssée du réel ». Vue de haut. Bonjour docteur Louis Fouché. Bonjour, vous allez bien ? Merci beaucoup de me recevoir. Bonjour Didier. Merci. Bonjour, salut Louis. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur, diplômé en éthique de santé. Vous êtes déjà auteur de Tous résistants dans l'âme aux éditions Guy Trédaniel en 2021, un livre qui a cartonné. Vous revenez avec nous ce matin pour ce livre, Traverser la peur, l'Odyssée du réel aux éditions Guy Trédaniel. Avant de parler de votre livre, je suis obligé de parler de l'actualité avec vous, en tout cas de votre actualité, notamment vous serez, alors si vous voulez en parler évidemment, si vous ne voulez pas en parler, on passe directement à votre livre, mais vous serez jugé par une commission disciplinaire suite à une accusation donc par le Conseil national de l'ordre des médecins le jeudi 19 octobre à 14h. Alors d'où viennent ces accusations ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Est-ce que ça vous fait peur justement ou pas ? Ah bah oui, déjà ça me fait peur de venir parler publiquement comme ça. À chaque fois il y a une sorte d'appréhension. Et puis là évidemment ça fait peur parce que le risque c'est de perdre son boulot, c'est d'être radié de l'ordre des médecins. Et en même temps, il y a une sorte de convocation. C'est pas un hasard. Moi, j'ai parlé publiquement. C'était aussi pour aller aiguillonner et dire est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut se remettre face à face et avoir une relation. Alors effectivement, comme je suis juste avant, je vais être prudent. Vous imaginez bien. Un des enjeux quand il y a une situation de peur, c'est la prudence, l'intelligence du courage, vous savez. Et je vais surtout remercier tous les gens qui m'ont témoigné du soutien, et notamment une petite équipe qui se reconnaîtra, qui a beaucoup aidé à la collégation de Cerfa de témoignages sur le côté déontologique de ma parole. Et au fond, vous voyez, souvent on a envie d'aller dire en face c'est injuste, etc. Moi j'essaie de faire plutôt un retournement en disant est-ce que dans la parole publique que j'ai pu tenir, effectivement elle était déontologique ou pas ? Est-ce que c'était correct ? Est-ce que c'était ok ? Est-ce que dans ce moment très précis on n'a pas besoin de gens qui parlent publiquement, qui osent dire des choses qui sont à rebours des recommandations de nos tutelles institutionnelles ? Moi, je pense que oui, et voilà. Donc, je garde la posture droite en me disant j'ai essayé de faire de mon mieux, quoi, comme je faisais en réanimation, c'est-à-dire on a un protocole, on reçoit des patients, et le patient il est unique. Et évidemment, on va tordre le protocole, et on va le tordre en demandant son avis au chirurgien, en demandant son avis à l'interniste, en demandant son avis aux collègues, à la famille, au patient lui-même, pour arriver à quelque chose qui est spécifique de ce patient-là à ce moment-là. C'est exactement ce qu'on a fait dans le Covid sur l'ensemble de et ce que j'ai essayé de faire publiquement, c'est de dire ok, la façon de prendre en charge, c'est un point de départ, mais il faut forcément la revoir sa copie plusieurs fois. Aujourd'hui, on est au moment où peut-être les braises tiédissent un petit peu, plutôt que de châtier ou d'essayer de punir les gens qui ont essayé d'avoir un discours contradictoire. Je pense que c'est effectivement le moment de tenir des commissions de réflexion contradictoire plurielles, parce qu'en plus, pour les tutelles institutionnelles qui éventuellement se seraient trompées, ça pourrait être une porte de sortie, où à la fin, elles seraient peut-être responsables mais pas coupables, parce qu'au moins elles ont ouvert le dialogue. Alors, Louis Fouché, je vous promets, on va parler de votre livre, mais d'abord, vous êtes avec nous, vous n'êtes pas avec nous tous les jours sur notre antenne. Il y a évidemment cette campagne contre le papillomavirus, notamment dans les collèges, avec ce vaccin, le Gardasil. Et vous savez, certains collèges privés, alors dans le sud-ouest surtout, sont réticents à lancer cette campagne contre le papillomavirus, et ils sont moqués, parce qu'évidemment, ce sont des écoles donc privées, donc des écoles catholiques,
Aurélien Rousseau a souligné qu'administrer le vaccin anti-HPV n'équivaut pas à injecter le démon. Voilà, il s'est moqué notamment comme ça des écoles privées catholiques. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce garde-asile? On rappelle, le papillomavirus, c'est notamment un virus qui se transmet sexuellement. Et aujourd'hui, on peut se douter de la pertinence de le donner, notamment à des enfants donc, qui rentrent au collège, donc qui ont 11 ans. Alors, la première chose, c'est que je vais vous répondre sur la parole du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé est un personnage administratif, techno-administratif, qui au fond gère le fonctionnement de l'État. Mais il n'est pas là pour donner une parole de médecin, il n'est pas là pour donner une parole de soin. Vous l'avez entendu dire aussi que les vaccins anti-Covid avaient aucun effet secondaire. C'est proprement une fake news et une blague en fait. Dans les données de la NSM, etc., il y a un très grand nombre d'effets secondaires qui sont recensés. Il y a une dernière étude qui nous dit que sur les vaccins anti-Covid, il y a une injection sur 800 qui est grevée d'un effet secondaire sévère, grave. Voilà, il y a un moment, je pense qu'il faut juste arrêter d'écouter ces gens et que chacun reprenne sa place. Il est là pour gérer de manière administrative les choses. Il n'est pas là pour expliquer aux médecins ce qu'ils doivent faire. Il n'est pas là pour expliquer aux enfants ce qu'ils doivent faire. Il n'est pas là pour expliquer aux professeurs d'école ce qu'ils doivent faire. Sur la question du garde-asile et de HPV, on est sur en fait un scandale sanitaire encore plus grand que celui du Covid et des injections anti-Covid, parce que là c'est archi connu, c'est-à-dire qu'on sait que ces médicaments ne sont ni sûrs ni efficaces et qui sont grevés d'effets secondaires très importants. Et il suffit de lire la notice là. Pour le coup, il y a un très gros travail qui a été fait par l'EMSIB, qui est l'association pour une médecine bienveillante et scientifique, exempte de conflits d'intérêts. Moi, j'espère que l'ensemble de ces scandales qui vont avoir lieu à répétition et de la tentative de mainmise de l'État sur vos vies permettent aux gens de comprendre ce que c'est que le biopouvoir de Foucault, en fait. Permettent aux gens de comprendre ce que c'est que l'envahissement progressif de votre champ intime par le pouvoir. Ce qui n'est pas normal, en fait. Et par des techniciens. Exactement, le pouvoir technicien. Et que ça nous fasse nous réveiller et qu'au fond, que ce soit ma convocation à la commission disciplinaire ou l'histoire du garde-asile ou autre, peut-être que c'est le moment que les citoyens se réveillent et disent « Et si on faisait un grand collectif pour des thérapeutiques sûres et efficaces ?» Sous-entendu, on va se prendre une par une les thérapeutiques pas sûres et pas efficaces et on va les dézinguer parce qu'il y en a assez en fait de se voir imposer des choses finalement par des enjeux de marché ou des enjeux de pouvoir politique. Alors Didier Maisto, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou est-ce qu'on passe directement au livre? Non, moi je pense qu'il faut passer directement au livre parce que le livre va un petit peu à la source de tout ça en explorant les différentes peurs qui conduisent des pouvoirs publics à se comporter comme vient de le dire Louis Fouché et aussi des citoyens à accepter par peur des agissements qui viennent impacter de plus en plus leur vie, leur intimité. Effectivement, ce n'est pas tout à fait normal et c'est même complètement anormal. Oui, alors donc justement là-dessus, sur donc ce livre, Traverser la peur, l'Odyssée du réel, vous pensez, alors les origines de la peur, notamment, vous pensez que la peur peut entraîner un contrôle de la part de certains, et c'est pour ça que vous avez voulu écrire ce livre sur la peur, qui est un livre philosophique, puis à la fois qui est très, qui vulgarise notamment toute cette philosophie que vous avez déployée sur la peur. Oui, alors c'est un livre qui est une sorte de jeu pour moi. Et puis encore une fois, je vais rendre hommage à tous les gens qu'il y a eu autour. Souvent, voilà, l'auteur est invité, c'est lui qui parle, etc. Mais un livre, il existe que parce qu'il y a eu un arbre, que parce qu'il y a un imprimeur, que parce que il y a plein de gens autour qui ont mis leur énergie dans les éditions à relire, à corriger les fautes d'orthographe, à aider. Et puis au fond, l'auteur, il s'inspire du réel. C'est vraiment l'enjeu de ce livre, c'est de revenir au réel et dire, c'est pas des théories fumeuses dans des bulles d'atmosphère qui peuvent vivre de manière métastable dans le monde Internet. On revient à l'expérience primale. Et l'expérience primale de l'humain, c'est de flipper, c'est d'avoir peur. Et effectivement, c'est à la fois une chance, ça vient nous signaler que le monde autour de nous ou les autres viennent faire éruption dans nos vies, viennent faire éruption dans notre petite bulle de réalité. Et au fond, est-ce que c'est quelque chose de dramatique, ça va venir faire effondrer notre bulle de réalité, ou est-ce qu'au contraire c'est une sorte de fécondation, ça va venir ouvrir des possibles, ça va venir rajouter du pétillant et de l'aventure. Dit autrement, à chaque fois qu'on a peur, c'est le moment où on aborde les terra incognita de notre cartographie de la vie. C'est le moment où on arrive, vous savez, dans ces zones qui étaient sur les cartes anciennes, peuplées de grands monstres et de choses comme ça, mais qui sont en même temps des zones où on peut découvrir énormément de choses et ramener des pépites, ramener des choses très belles pour notre propre vie. Donc à la fois, ça traduit la porosité de notre monde à nous,
au monde autour et aux autres, et en même temps sa fragilité. Si on a peur, c'est probablement notre bulle de réalité, elle est trop fragile. Et effectivement, aujourd'hui, notre société est plutôt très fragile. Didier Raoult l'avait dit dès le départ. Je me souviens, il y a au moment du Covid, il l'a dit en grande séance plénière dans l'amphithéâtre, il a dit, c'est pas une épidémie virale à laquelle on va devoir faire face, c'est une épidémie de peur. Et c'est bien plus difficile à traiter. Aujourd'hui, on est dans une scansion terroriste, en fait, par l'État et par les médias. C'est-à-dire que la terreur est mise en avant en permanence. Alors, ça peut s'appeler punaise de lit. Voilà. Bon, c'est très embêtant, les punaises de lit, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on nous fait une terreur autour de ça qui est juste absolument magnifiée. Ça peut s'appeler la guerre, ça peut s'appeler le changement climatique, ça peut s'appeler le Covid, En fait, nous ne sommes plus que dans une scansion terroriste. Scansion, ça veut dire vous allez toutes les semaines rajouter un nouveau truc. Je vous le dis, le prochain, c'est quoi? Ce sera les crottes de chiens. Parce que aujourd'hui, Monsieur Ménard à Béziers est en train de génotyper les crottes de chiens pour retrouver les chiens. Et vous savez et ensuite mettre des amendes au maître. Et vous savez, quand on commence à faire quelque chose aux animaux, on finit par le faire aux humains, quoi. Et ça, c'est le transhumanisme en marche à gogo. Donc, et là, des journalistes sont venus à l'IHU pour dire, il y a bien des terribles maladies liées aux crottes de chiens, n'est-ce pas? Et ils vont faire des articles à gogo sur le sujet. Donc, préparez-vous. Après les punaises de lit, ce sera ça. Et puis, il y en aura d'autres. Donc, ça s'arrête jamais. Le terrorisme est une façon de prendre le pouvoir sur vous. Effectivement, c'est un outil de manipulation. C'est le fameux Nous sommes en guerre d'Emmanuel Macron, Didier Maisto là-dessus. Oui, c'est vrai, mais il y a une solution qui est dès le début du livre, qui est très bien écrit d'ailleurs, il faut le dire, parce que c'est pas un livre médical, c'est vraiment un livre de réflexion philosophique avec de la fiction qui vient nourrir de la réflexion et une espèce de côté spéculaire comme ça, de va-et-vient entre les deux, et qui donne, c'est la dialectique en fait, qui donne toute la saveur et tout le sel de ce livre. Dès le début, Louis, tu insistes sur le lien, le lien des uns aux autres. Tu dis qu'il doit être sauvé. Sans lui, nous sommes simplement condamnés à errer. Et donc, effectivement, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, développer, expliquer cette notion de lien, puisqu'il y a des communautés qui se sont créées, qui ont résisté, qui étaient soit dans le doute, soit qui avaient des convictions différentes, et beaucoup de gens ont été suspendus pour ça, sans salaire, sans traitement, sans droit à la retraite, sans aucun droit, en étant des métèques, en n'étant plus des citoyens. Comment faire grandir ce lien? Comment retrouver ce lien qui nous fait sortir de la peur? Alors c'est intéressant que tu parles de ça. Finalement, c'est une mise en abîme même de notre interview. Au fond, j'ai commencé par remercier les gens qui m'avaient témoigné du soutien, qui avaient aidé, etc. Et ça fait que j'ai plus peur. Et en fait, c'est grâce à eux. C'est par ce lien, par le fait de serrer les coudes entre frères et sœurs humains, à un moment de difficulté, quand il y en a un qui est en danger, à ce moment-là, la peur disparaît et on se met à construire de manière active. On sort de fight or flight ou de se coucher par terre, tu sais, le fait de vouloir s'enfuir ou de vouloir se battre ou de vouloir juste faire semblant qu'on n'existe pas. Au fond, s'il n'y avait pas eu tout un mouvement actif là, c'est après l'annonce de ma commission disciplinaire, moi je serais chez moi en train de paniquer un peu, tu vois, de me dire à quelle sauce je vais être mangé, ça tournerait dans ma tête le soir et tout ça. À partir du moment où on s'est mis à plusieurs, au contraire, ça a foisonné d'idées, de possibilités de dire mais en fait cette commission disciplinaire c'est une chance. On va pouvoir en faire un moment de rebond, une sorte de tremplin. Plein d'énergie se canalise à cet endroit-là. Ok, c'est pour défendre Fouché, mais Fouché, en fait, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Cette énergie, si on la met sur discuter des effets secondaires, si on la met sur montrer ce qui se passe, essayer d'arriver jusqu'au bout et de faire retirer du marché des produits inefficaces et toxiques, tu vois, ça nous a redonné plein d'idées et plein de créativité. Et au fond, ça nécessite de bâtir des sortes de répétitions, de rituels. J'en parle beaucoup dans le livre. C'est l'idée que si on a un récit commun, si on commence à raconter une histoire ensemble et elle se rebondit les uns sur les autres, elle se stabilise, elle métastabilise comme une bulle de protection autour de nous. Donc soit on reste dans l'histoire de la peur, il y a des grandes multinationales qui veulent tous nous tuer, tout ça. D'accord. Bien sûr. Ok, ça c'est vrai. Mais c'est une partie du vrai. C'est pas le vrai, c'est pas le réel. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc à nous de bâtir une sorte de récit où on arrive à justement être dedans, comme tu sais, c'est la théorie des ensembles. Est-ce que je suis tout seul et je suis un singleton, ou est-ce que j'arrive à être pris dans un ensemble plus vaste? Oui, mais tu vois, c'est très important, je trouve, cet aspect des choses dans ton livre, parce que c'est de la coupe aux lèvres finalement. Et beaucoup de nos concitoyens
se sont réfugiés effectivement dans la théorie de oh, Big Pharma, oh le complot, oh voilà, on nous raconte toujours, on est dans une dystopie, etc. Et donc ils répètent à l'infini, ils mettent Schwab en photo, etc. Et ça ne produit rien en fait, c'est complètement stérile. Parce que si les gens ne s'unissent pas, ne réfléchissent pas pour créer une autre réalité qui est basée sur le réel, hein, je ne dis pas une réalité parallèle qui viendrait, comme tu le disais, métastable dans une bulle qui vivrait au-dessus de nos têtes. Non, créer une propre réalité, être acteur de sa propre vie par ce lien. Et quand on commence à réfléchir, on voit que ça devient fécond, qu'on peut nous-mêmes engendrer une autre réflexion générale. Et c'est un peu, on est un peu en refaisant une mise en abîme dans l'ADN, hein, une cellule, plus une autre cellule. On est dans le complexe, on est dans le mystère de la vie, dans la beauté de la vie. Et c'est, je pense comme ça, parce que cette micro-action qui va essaimer pour donner finalement notre propre ADN. Ouais, tout à fait. Il y a un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa qui a parlé du phénomène de résonance, qui a dit que finalement notre être au monde, est-ce qu'il était plutôt dans la joie, la beauté, l'émerveillement, ou est-ce qu'il était plutôt dans la terreur, à essayer de se terrer dans son coin au fond de son terrier pour éviter les emmerdes. Et ça, c'était lié à est-ce qu'on est en résonance avec le monde? Est-ce qu'on arrive à vibrer comme une cloche qui vibre, vous savez, avec les autres? Et la résonance, c'est un phénomène assez intéressant en physique. C'est quoi? C'est que par exemple, il y a des feux follets, ils arrivent à clignoter sur 200 km de long en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est comme une guirlande électrique. Vous avez les menstruations des jeunes femmes dans les couvents ou quand elles vivent ensemble dans des colloques, etc., qui se mettent en phase. Elles ont les mêmes cycles lunaires en fait quand elles s'entendent bien et que tout va bien, etc. Ça a été démontré scientifiquement. Si vous prenez des métronomes et que vous les mettez sur une planche de BA13 avec deux rondins, vous les mettez n'importe comment, ces métronomes, au bout d'un moment, ils se mettent tous en phase. Et c'est là qu'ils ont le plus d'énergie. C'est là que ils sont capables de tout transformer en fait de la réalité autour de nous et d'arrêter d'être dans l'impuissance, chacun son petit métronome dans un sens ou dans un autre. Et ça rejoint en fait des questions qui sont abordées par Spinoza sur la joie et la puissance d'agir. C'est plus j'ai de puissance d'agir sur ce monde, plus j'arrive à le mettre en résonance avec moi, bah plus c'est joyeux et ça emporte l'adhésion autour de moi. Alors que si je reste cantonné dans la tristesse et la peur, au fond, voilà, je vais être avec mon petit groupe de pauvres fourmis qui vont se faire écrabouiller. La réalité, c'est que nous sommes très puissants. Si nous nous mettons en phase, si nous mettons en résonance, c'est pas quelques personnes au pouvoir qui peuvent tenir les choses. C'est pas vrai. Tout peut changer. On l'a vu à un moment de frémissement du pouvoir au moment des Gilets jaunes. C'est pas allé jusqu'au bout. Mais il y avait déjà cette espèce de moment où, ok, on oublie les étiquettes d'avant, nos bulles dans lesquelles on était. On se met en résonance et on a envie de transformer les choses de manière positive. Et justement, dans votre Odyssée, alors on pourrait croire que une Odyssée, l'Odyssée du réel, ça serait tout seul face à un minotaure, un chevalier tout seul face à un minotaure. Mais donc, on a parlé de cette communauté qui est indispensable, mais elle est indispensable aussi parce que vous faites un ode à l'enracinement, à la filiation. Vous dites avoir un attachement à un référent est une question de survie. Et vous citez notamment dans ce chapitre qui s'appelle Fil d'Aria de Simone Veil, l'enracinement reste peut-être le besoin le plus important de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet enracinement qui pour vous est très important, et ce n'est pas aussi paradoxal quand on se dit on fait une odyssée, on a envie de partir seul, mais en fait vous dites on ne peut pas partir seul, tout seul on est mort. Ouais, et puis où que vous partiez, quand vous partez explorer à l'extérieur, si vous n'avez pas à l'intérieur vraiment une assise solide, que vous êtes droit dans vos bottes, vous savez, il y a plein d'expressions populaires qui rejoignent à cette idée-là. Si vous n'êtes pas enraciné, vous aurez aucune chance de survivre dans la zone du dehors. La zone du dehors, c'est cette petite frange à l'extérieur, cette espèce d'alpinisme que font les montagnards, où ils savent très bien qu'ils peuvent pas vivre au sommet du Mont Blanc. Ils peuvent aller voir la beauté et ils peuvent ramener de la beauté dans leur vie quotidienne. Mais pour venir, ils ont de l'entraînement, ils ont fait les courses plusieurs fois, ils s'entraident les uns les autres, il y a une cordée, etc. C'est pareil pour notre société. C'est aujourd'hui, on peut aller affronter nos démons et nos monstres dans la mesure où derrière, on a un enracinement fort. Cet enracinement, il n'est pas
il n'est pas sclérosant, il n'est pas enfermant. C'est au contraire quelque chose qui nous permet de devenir dynamique dans ce monde. Et ça veut dire des rituels, des figures d'attachement, comme vous l'avez dit, Des des choses modèles. qui sont là et dont on sait qu'ils seront toujours là. Je prends un exemple. Votre vieux papa ou votre vieille maman, vous mettez 10 balles dans la fente et en gros, ils vous ressortent la même histoire pour la 270e fois. Vous la connaissez par cœur. Bon, au début, ça vous gonfle quand vous êtes ado, etc. Vous avez envie de partir. Et puis quand vous revenez un peu plus tard, à Noël, à Pâques ou je sais pas quoi, bah vous remettez 10 balles dans la fente presque pour le plaisir, parce que entendre cette histoire-là, vous attendez presque le moment d'humour, la petite variation et tout ça, et puis vous la retrouvez intacte, et ça c'est comme une Madeleine de Proust, quoi. Dit autrement, encore une fois, la plante, elle peut pousser que à partir du moment où elle a un espace intime, c'est-à-dire un petit creux dans la terre. Elle peut pas pousser en plein jour, au vent, au soleil, etc. Elle a un besoin d'un creux d'intime. Et à partir du moment où elle a ce creux d'intime, elle pousse d'abord un petit radicule. Ensuite seulement, elle va prendre un petit périscope de feuilles et elle va voir ce qui se passe à l'extérieur. Et éventuellement prendre son essor. Et elle Mais va c'est les deux ensemble. d'autant plus être tournée vers le ciel que ses racines sont profondes. On continue cette vidéo avec vous, Louis Fouché. Je rappelle le titre de votre livre, Traverser la peur, l'Odyssée du réel. On est avec Didier Maisto. Mais vous connaissez la règle, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Ligne droite, vue de haut. Alors Louis Fouché, nous étions avec vous, vous nous parliez donc de ce besoin d'enracinement de l'homme et son besoin aussi d'avoir des rites, des rituels et des modèles pour s'élever. Vous preniez l'exemple de cette fleur, voilà, qui a besoin de s'élever vers le ciel et pour cela a besoin d'avoir des racines profondes. Oui, tout à fait. Et puis, je viens d'entendre le petit bout d'information et cette question de l'institution, le besoin des institutions. On m'a interrogé sur la convocation à la commission disciplinaire du Conseil de l'ordre que je vais avoir. Et en gros, on cherche à chaque fois à me faire trébucher un petit peu pour que je dise du mal du Conseil de l'ordre. Vous comprenez bien que c'est pas du tout ma position. Moi, je suis dans une position diplomatique où je pense qu'il y a complètement besoin d'institutions. Nous avons besoin de choses qui sont posées. Parce que sinon, en fait, il y a une énorme peur. Or, ces institutions, aujourd'hui, se sentent menacées et illégitimes pour un très grand nombre d'entre elles, parce qu'elles ont abandonné leur mission pour autre chose. Et au fond, se raidissent, comme si elles se sclérosaient. Et dit autrement, le moment dans lequel on est un moment totalitaire, parce que les institutions sont menacées et parce qu'elles risquent de s'effondrer. Et que, en fait, tous ces piliers qui devraient tenir notre société ensemble deviennent branlants. Et au fond, ok, on va essayer de les tenir par la force, par la crispation, quoi, par les interdits, par les barrières, par un maximum de tentatives de contrôle. Or, c'est pas l'enjeu normalement d'une institution, de quelque chose justement qui nous tient et qui nous aide à traverser les périls. C'est qu'au contraire, on les a complètement intégrés en nous, ils sont stabilisés, ils sont des références stables. Je le dis dans le livre, c'est que vous pouvez avoir des références stables et des ritualisations qui sont propices à traverser la peur, mais vous pouvez avoir des ritualisations autistiques ou des référents toxiques et pervers. C'est l'histoire d'une femme battue. Une femme battue, par exemple, je prends, ça peut être un homme battu, hein, mais je vais prendre un peu l'image d'Épinal. Une femme battue, quand on la prend soin de manière psychologique et dans l'ensemble de ses soins, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle reste avec ce salopard, quoi? Et on dit mais elle est bête, elle a rien compris, tout ça. On se rend compte que non, la plupart du temps, au contraire, ce sont des femmes qui sont extrêmement vives, affûtées, à fleur de peau, etc., qui comprennent le monde de manière subtile, mais elles peuvent pas partir. Elles peuvent pas parce que si jamais elles arrêtaient d'être en relation avec leur bourreau, leur monde s'effondrerait. Et ben aujourd'hui, on a un très grand nombre de nos concitoyens qui se cramponnent à leurs institutions, même si ce sont leurs bourreaux, parce que sinon ils ont peur que leur monde s'effondre. Et Didier Maisto, là-dessus? Oui, alors c'est intéressant, je trouve, cette question des institutions, parce que tu parles toi-même des rites rassurants, des interactions, des oscillations aussi dans ces rites. Et si on prend la nature, il y a des vivants piliers, hein, comme disait le poète, mais le problème, c'est que ces piliers, tu dis, ils sont un peu branlants, etc. Cette oscillation, tu prends l'exemple, par exemple, de la femme qui berce son enfant, il y a des variations. Cette petite variation crée de l'humour. C'est ce que tu disais avec les 10 francs qu'on met dans la pièce. Mais là, ces variations, de par le fait que ces vivants piliers n'ont plus vraiment de racines, n'ont plus vraiment de fondation, où on fait autre chose, que c'est pourquoi elles avaient été créées, à créer de la peur, finalement.
Et cette peur, au départ, elle a surgi comme ça, y compris au sein de ces institutions, mais ensuite, elle a été, et c'est là où c'est peut-être un peu plus grave, instrumentalisée pour que ces institutions puissent continuer à être pérennes, même en ne disant plus rien ou en ne disant plus ce pourquoi elles avaient été créées et ce pourquoi les mandataires leur confiaient une mission, quoi, leur accorder leur confiance. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet-là, sur ces vibrations qui, tu parlais de résonance tout à l'heure, peuvent produire de l'humour, du bien-être, du lien, ou quand ça dissonne, peuvent aussi produire de la peur. Ouais, effectivement, je parle de ça dans le livre autour de la question de l'enfance notamment, et je prends un exemple à un moment qui est ce franchissement entre le rituel habituel, notre zone de confort, on pourrait dire où tout va bien, un tout petit peu plus loin où on est dans l'humour, il y a une petite variation, mais on sait qu'on va revenir, ça va, tout va bien. Et puis le moment où on va trop loin, et là il y a de la peur. Et cette peur induit une prise de contrôle. Et c'est pour moi l'histoire de l'enfant en promenade. Ou l'enfant qui au départ va se mettre au bout du couloir et puis faire à ses parents bouh comme ça en passant derrière la porte. Et là, vous sursautez, il y a un peu de peur et puis juste après on rigole et hop là, voilà, c'était rigolo en fait. Et il y a le moment où il y a un franchissement, il y a comme une transgression. Ce franchissement, c'est quoi? C'est une balade familiale le dimanche, etc. Et puis tout va bien. Et puis l'enfant disparaît au détour d'un chemin. Il disparaît derrière un bosquet. Et là, tout bascule. Là, c'est plus drôle du tout. Là, d'un coup, les parents se posent plein de questions qui viennent inonder leur cerveau. Mince, on l'a volé, il est tombé dans un trou, il a eu un accident, etc. Louis, Louis, ils vont appeler, où est-ce qu'il est? Et là, tout bascule. L'univers des parents, qui était normalement cette balade du dimanche en famille où tout va bien, où on monte les fleurs, etc., devient un moment de terreur. Et l'enfant qui est derrière le bosquet et qui se cache voit ça. Il voit que en disparaissant, en créant la bifurcation imprévue, il est capable de prendre le contrôle sur ses parents, de faire basculer leur univers. Et donc, vous voyez qu'il y a une sorte de filiation entre notre réalité stabilisée, confortable, l'humour, rire et chanson, on pourrait dire tous les matins, quoi. On va se prendre une petite dose de, ça va aller. Et puis, encore un cran plus loin, la peur, oula. Et moi, je me souviens très bien d'un film qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle C'est arrivé près de chez vous, qui se passait en Belgique et qui racontait l'histoire d'un tueur en série, où au début, c'est drôle. Et puis ensuite, ça ne le devient plus du tout. Et ça fait peur. Alors, justement, là-dessus, donc sur la peur, on a parlé de la peur, et puis je voulais parler de notre environnement aujourd'hui, un environnement qui affadit, parce que vous dites l'épidémie est d'abord une épidémie de paresse. Une épidémie de paresse et de peur. Alors pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'on est dans une épidémie de paresse avec ce que vous appelez un divertissement incessant qui empêche justement de surmonter les peurs, qui est une illusion pour surmonter nos peurs? Alors, il y a peut-être plusieurs dimensions que je voudrais aborder. C'est que la relation à la peur physiologique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, fight or flight. Se battre ou s'enfuir. Ça, c'est une relation dynamique à quelque chose qui vient nous mettre en inconfort et qui vient bouleverser notre quotidien. Mais il y a une troisième relation, si je considère que je n'ai pas les ressources pour me battre ou m'enfuir, je vais me coucher par terre et faire que le mort. Vous savez, il y a certains animaux, ils font ça. Vous leur faites boue, ils font hop, ils tombent sur le côté, ils bougent plus, quoi. Donc là, on a beaucoup de nos contemporains, ils sont comme ça. Ils sont pris dans juste je fais le mort. Oh, il y a rien. Et en fait, ça correspond un peu au mécanisme du déni. Non, tout va bien, ça va. Alors, ils font de leur mieux. Darmanin fait de son mieux. Véran a fait de son mieux. Vous êtes là, mais vous rigolez, tout ça. Et eux sont vraiment honnêtes, sont convaincus qu'ils font de leur mieux parce que ça vous dédouane de la nécessité de prendre position. Et ça explique pourquoi de très nombreuses personnes ont été collaborées ou n'ont pas tellement bougé pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute proportion gardée, hein, comparaison n'est pas raison, mais ça veut dire c'était tellement gros, tellement lourd, il y avait tellement de choses à assumer derrière qu'au fond vous pouvez préférer faire semblant que tout va bien, parce qu'au moins tant que vous savez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre position, vous n'êtes pas mis sous l'impératif de dire t'es un salaud ou t'es un résistant. Donc voilà, il y a beaucoup de nos contemporains qui bougent pas, on va appeler ça paresse. Et effectivement, tout est fait pour les maintenir dans ce cocon, ce techno-cocon voluptueux, à coup de sucre, à coup de télé, à coup de divertissement, mais qui au fond est une grimace grotesque du monde. Et ça, j'en parle autrement, c'est dans un chapitre qui s'appelle La fabrique des monstres. C'est qu'au fond, quand quelque chose est trop dur à devoir traverser, quand la peur est trop intense, je vais la vomir.
je peux pas l'intégrer, je peux pas l'ingérer. Il va y avoir une catharsis. Le cathartique, c'est le purgatif, hein, c'est ce qui vous fait vomir. Vous allez vomir le monstre et il va se retrouver intact devant vous. Et là, vous allez le revalider tous les jours. Parce que tant qu'il est devant vous, il n'est pas sur vous, il n'est pas en train de vous bouffer. Et donc, quelque part, l'espèce de fascination du monstre va vous permettre de le maintenir à distance. Et l'idée de fasciner, vous savez, le fascia, c'est à la fois ce qui relie et ce qui se sépare. C'est une membrane entre le foie et le tube digestif, des choses comme ça. Vous voyez, c'est ce qui relie et ce qui sépare en même temps. Ce qui permet le glissement et qui vous empêche que le truc vous bouffe. Et pour moi, il y a un exemple très parlant aujourd'hui dans notre société, c'est la question de la pornographie. Vous avez un jeune de 12, 14 ans, bon bah l'autre, la femme, c'est l'inconnu par excellence, quoi. C'est le mystère absolu, c'est normal. Et la relation sexuelle, avec tout ce que ça implique, de fécondité, de profondeur, c'est quelque chose d'incommensurable. Et en vrai, c'est incommensurable. Et ben vous allez le regarder par tous les trous, sous tous les angles de caméra, etc. Et vous allez voir un monstre, quelque chose de terrible, et que vous allez simplifier, rendre grotesque, spectaculaire. Parce qu'un monstre, c'est ce que vous montrez, c'est ce qui est spectaculaire. Et c'est toujours grotesque. C'est une sorte de caricature débile de la profondeur. Et ce monstre, vous allez être obligé de le revalider. Et vous allez vous retrouver avec des jeunes qui se retrouvent dans la masturbation, l'onanisme et l'addiction au porno, qui tous les jours vont regarder du porno. Parce qu'au fait, ça permet de maintenir le monstre à distance. Mais ça va envahir leur vie, par contre. Je vais le dire autrement, il y a eu des exemples d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle, où dans certaines classes, on a montré des relations sexuelles en vidéo à des enfants. Un tiers des enfants s'est bouché les yeux et les oreilles, a dit « je veux pas voir ». Un tiers a regardé comme ça, les yeux, et après, on a essayé de leur en parler, c'était blackout. C'est comme si ça n'avait pas existé, ils veulent pas en parler, déni. Et un tiers est devenu addict au porno, à 12 ans. Donc ça, enfin voilà, ça c'est, je sais pas si ça, c'est en lien avec cette idée de, on vous tamponne une frayeur en pleine gueule. Voilà, il y a plusieurs réactions possibles, quoi. Didier Maisto. Oui, non, mais c'est toujours, je pense, la même, cette histoire de montrer le monstre, le vomir, est tout à fait significative de notre époque. Et je dirais que la fonction essentielle des médias mainstream, c'est celle-ci. C'est-à-dire, c'est montrer, comme ils ont un discours qui est vomi, si je reprends les termes, qui est recraché, qui est expulsé, qui est celui, en fait, des pouvoirs publics, dont les médias mainstream ne sont plus que la caisse de résonance, et ils mettent en avant sans arrêt les questions, comme ça, parfois par le petit bout de la lorgnette, souvent, sans apporter de profondeur, sans qu'il y ait de débat contradictoire, sans analyser la chose. Je prends un seul exemple qui me vient à l'esprit, c'est LCI et l'Ukraine. Vous avez, d'ailleurs, j'ai interpellé hier le président de l'Arcom, qui m'a répondu en privé, pour qu'il y ait des sanctions et que ça s'arrête. Ces chaînes ont une convention avec l'Arcom, elles s'adressent à un large public. On ne peut pas raconter une histoire graveleuse, parce que c'est des blagues, je rappelle qu'il y a, selon les meilleures sources, 700 000 morts. Donc, comme c'est trop horrible, qu'on est impuissant à endiguer ce conflit, que font-ils ? Eh bien, ils expulsent le monstre et ils en rient, un peu comme le faisait Roberto Benigni dans La vie est belle. Hein. Ça n'existe pas. On raconte une fable, on tient le monstre devant nous, parce que c'est trop compliqué. Hein. C'est trop compliqué à intégrer. Sauf que ça produit, ça, non seulement de la peur, mais ça produit de la bêtise. Et ça produit le fait que ça détruit le lien. Parce qu'après, chacun va effectivement se terrer dans sa caverne et ne plus en sortir. Et voilà, tout est lié. Et effectivement, je pense que ce que Louis décrit dans son livre, au-delà de tout ça, c'est un monde mainstream au sens général. Alors, c'est-à-dire qu'il y a ses propres lois, ses codes et ses usages, et des citoyens qui s'organisent différemment. Il nous reste peu de temps, donc Louis Fouché là-dessus. Puis on va. Ouais, merci beaucoup Didier pour ton commentaire, parce que moi ça m'éclaire aussi sur ce que j'écris. Et j'aime beaucoup finalement que le livre et la narration est
offre une mobilité propre, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'appelle Bachelard qui avait écrit là-dessus sur l'idée que il y a une sorte de poétique de la narration, il y a derrière tout un univers de possibles qui se déploie peut-être à partir d'une phrase, et c'est là où vous avez saisi quelque chose. C'est quand ça commence à continuer à travailler et à ouvrir des possibles. Alors que si vous avez une narration qui enferme et qui dit c'est comme ça et pas autrement, c'est un monstre en fait, c'est un monstre grotesque, un monstre au sens c'est ce qu'on vous montre et puis vous devez pas voir autre chose. Et j'ai jamais pris position publiquement sur la question de l'Ukraine, simplement en disant mais j'ai pas connaissance que livrer des armes ait conduit à autre chose que plus de gamins morts sur les champs de bataille, et que ça n'ait jamais conduit à la paix. Donc pour moi la question de la paix est la plus importante, et en même temps il y a une sorte de convocation par ce conflit, cette guerre qui est en cours, à aller gratter la profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire sur nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire sur le monde? Qu'est-ce que ça veut dire sur les changements d'ordre géopolitique à une manière globale, sur nos modes de vie aussi? C'est juste un petit bonhomme vert qui a raison et qui est le grand sauveur. Vous savez, le petit bonhomme vert, c'est le bonhomme despote qui appelle Zelensky comme ça. Voilà. Et puis il y a les gentils, et puis il y a le grand ogre russe, où c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais à partir du moment où vous acceptez que c'est complexe, ça veut dire que vous allez vous transformer. Et ça, c'est très douloureux. Donc une des fonctions de la peur, c'est d'essayer de vous empêcher de vous transformer et d'être fécondé par le réel. Et justement, donc ce livre répond notamment à toutes ces questions. On n'a vraiment pas eu le temps d'aborder, parce que c'est un livre très riche, notamment la question du transhumanisme. Vous parliez des technococombes, on en parlera une prochaine fois. Il faut réinviter Louis Fouché, on vous réinvitera évidemment. Ce livre, Traverser la peur, l'Odyssée du réel, aux éditions Guy Trédaniel. Merci pour ce livre d'ailleurs qui a une sorte de gaieté. Et je rappelle ce que disait Anatole France, la gaieté est la forme la plus aimable du courage. Donc merci pour votre gaieté qui nous permet de faire face à ce monde qui n'est pas toujours simple. Merci Louis Fouché, merci Didier Maisto. Didier, on vous retrouve la semaine prochaine.